Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne Tchad Info TV. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour un autre numéro de votre émission Face à Face. Aujourd'hui, on s'intéresse au quotidien des Tchadiens. Tout devient cher sur le marché et de jour en jour, les Tchadiens se plaignent de ces flambées des prix et nous avons aujourd'hui décidé de comprendre quelles sont les raisons de ces flambées des prix ou sinon, qu'est-ce qui explique la cherté de vie au Tchad. Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau, pour vous et chez vous, M. Youssouf Korom. Il est le secrétaire général du syndicat des commerçants et fournisseurs tchadiens. Bonsoir M. Youssouf et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Bonsoir Monsieur le Président de la Chambre de commerce. Merci. Déjà, il a commencé par présenter son vis-à-vis qui est le président de la Chambre de commerce. Et il est aussi le président de la Chambre panafricaine de commerce et de l'industrie. C'est la personne de M. Ali Hadi Mahamat Seyid que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau pour vous et chez vous. Bonsoir monsieur, merci de répondre à notre invitation. Bonsoir. Alors, merci de m'avoir donné l'occasion de participer à ce débat. Merci, merci. Donc tout le plaisir est pour nous. De base, nous allons commencer avec une question simple. Monsieur Youssouf Korom. Est-ce que vous avez fait le constat de l'augmentation des prix sur le marché? Malheureusement, oui. Les prix ont augmenté d'une manière drastique. Il y a cela un an, quand vous achetez le sucre à 30 000, aujourd'hui il est à plus de 45 000, 50 000. C'est une inflation à 2 chiffres. Très bien. Monsieur Ali Mahamat Seyid, est-ce que vous avez fait le constat de flammer des prix sur le marché? Bien sûr. On a fait le constat de l'augmentation des prix sur le marché. D'accord. Évidemment, nous sommes permis même de comparer par rapport à la même période l'année dernière. C'est quand même une augmentation exceptionnelle cette année. C'est un phénomène que nous n'avons pas connu depuis une dizaine d'années. Très bien. Nous allons, avant d'entrer dans le vif du sujet, la question de la cherté de vie, nous aimerions bien comprendre quel est le rôle de la Chambre de commerce. La Chambre de commerce, comme son nom l'indique, c'est la Chambre d'abord. Nous ne sommes pas seulement la Chambre de commerce, nous sommes une Chambre de commerce, d'agriculture, d'industrie, de mines et d'artisanat. C'est Siama. Donc c'est Siama, qui englobe l'ensemble des secteurs d'activité économique de notre pays. La Chambre est dirigée par un bureau exécutif, que j'ai l'honneur de présider, et une assemblée générale des élus consulaires composée essentiellement de chefs d'entreprise de différents secteurs d'activité que regroupe la Chambre de commerce. Et donc, notre rôle, effectivement, est de jouer l'interface entre le gouvernement et le secteur privé. La Chambre est le représentant officiel du secteur privé vis-à-vis de l'État. Donc nous sommes l'interlocuteur privilégié du gouvernement sur l'ensemble des questions qui concernent le secteur privé. La Chambre a un rôle également d'accompagnement et d'animation du secteur privé à travers des accompagnements de formation et de toute initiative qui concourt à créer les conditions pour le développement du secteur privé fait partie effectivement des prérogatives de la Chambre de commerce. Donc c'est un champ très vaste. Et je vous renvoie à la loi créant la Chambre pour vous permettre vraiment de comprendre le rôle de la Chambre qui est un rôle très vaste, qui œuvre à côté du gouvernement, qui fait de la représentation du secteur privé ici vis-à-vis de l'État, mais également à l'extérieur de notre pays. Et donc nous sommes vraiment à côté du gouvernement pour développer, pour faire la promotion de notre secteur privé. Qui dit secteur privé, c'est même la vie de la nation. Parce qu'il n'y a que le secteur privé qui peut créer effectivement l'emploi, qui peut résoudre le problème de la cherté de vie, qui peut également régler le problème du chômage, qui peut également contribuer aux recettes de l'État qui va servir l'éducation, la santé. Donc vraiment, la Chambre représente tout ça. Justement, sur la question de la Chambre de commerce, sur son rôle, nous avons un extrait
du président du syndicat des importateurs, hein, le président du syndicat des importateurs tchadiens. Ouais. Et nous allons l'écouter sur cette question. Voilà un extrait. Mais quel est le travail de la Chambre de commerce dans cette responsabilité? Est-ce qu'il y a une chambre de commerce? Oui, la CCIAMA. Non, je dis non. Pourquoi? Moi je dis il n'existe pas une chambre de commerce au Tchad. Donc la chambre n'existe que de nom? C'est une chambre d'affaires. Chambre de commerce, c'est une chambre d'affaires. Je dis pourquoi chambre d'affaires? Parce que ça ne joue pas son rôle. La chambre de commerce est payée par le ministre des Finances. Le ministre des Finances, c'est le gouvernement. Oui. Donc la chambre de commerce ne fait pas un effort pour faire ce travail. Normalement, il est des responsabilités, des mairies des arrondissements d'observer s'il y a une règle de prix. Est-ce que même il y a une règle de prix? Effectivement, en 2002, il y a eu un arrêté qui réglemente... 2002? Oui. Ah, ça remonte quand même. Exactement. Un arrêté qui a réglementé le prix, c'est-à-dire il faut afficher le prix sur les articles à vendre sur le marché. Ok. Rapidement, votre réaction avant qu'on continue. Bon, je ne sais pas d'abord de qui s'agit-il, cette personne-là. C'est le président du syndicat des importateurs. Oui, je pense que je ne suis pas sûr qu'il est le président des importateurs parce que les importateurs travaillent avec moi et je connais personnellement tous les importateurs. Donc c'est quelqu'un qui ne représente rien du tout et qui ne comprend même pas le rôle de la Chambre de commerce. La Chambre, c'est une institution de l'État. Et il ignore ça, effectivement. La Chambre, c'est une institution. Pardon, je voudrais rectifier rapidement une information. Il est plutôt le président du syndicat des opérateurs économiques. Pardon. Oui, ça veut dire que c'est le président des opérateurs économiques. Il n'y a pas de président du syndicat des opérateurs économiques, c'est moi le président des opérateurs économiques en tant que président de la Chambre. Okay. Très bien. Un syndicat ne peut pas représenter tous les opérateurs économiques. Il y a plusieurs corporations. Il y a plusieurs corporations. Vous avez les transporteurs, vous avez les agriculteurs, vous avez les éleveurs, vous avez les fournisseurs de l'État, vous avez les détaillants. Donc c'est tout ça qui est en bloc. Moi, je ne vais pas dans polémique parce que je lui demande seulement de lire la loi créant la Chambre de commerce. Ça lui permettra vraiment de comprendre de quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent le syndicalisme et la Chambre de commerce. D'accord, très bien. La Chambre, c'est créé par la loi et c'est une institution d'abord publique que l'État a mis à la disposition du secteur privé un cadre pour travailler, pour faire la promotion du secteur privé. Donc, tant qu'on ne comprend pas ça, certainement, on peut faire de l'amalgame. Donc, le syndicat peut jouer son rôle. La Chambre, elle est là pour jouer vraiment l'interface et rapprocher les positions et proposer des solutions. Très bien. C'était à l'occasion de son passage sur notre plateau, lors de l'émission Focus. Il est important qu'on vous donne également la parole de réagir par rapport à ça. Donc, nous revenons à M. Youssouf Korom. Vous êtes le président du syndicat des commerçants. Je suis le secrétaire général du syndicat des commerçants et fournisseurs tchadiens. Oui. Quel est le rôle de ce syndicat? Le rôle de ce syndicat, c'est que nous sommes un syndicat qui défend les intérêts des fournisseurs, de tous les fournisseurs qui travaillent avec l'État. Et par ricochet, on peut défendre, parce que le seul pourvoyeur de fonds dans le pays aujourd'hui, c'est l'État. En un mot, c'est l'État, et puis tout le monde travaille avec l'État. Tous ceux qui fournissent des biens et des services ou qui investissent, qui sont dans l'investissement, sont de facto membres. Et puis on défend leurs intérêts. Ceux qui s'approchent auprès de nous pour dire qu'ils n'ont pas, ils ne trouvent pas leur paiement, ou ils ne trouvent pas des documents perdus, ou ils ont des problèmes avec le trésor, ou avec le contrôle financier, ou avec tel ministère, nous on intervient pour les défendre. C'est ça notre objectif. C'est ça le but de notre syndicat. C'est ça. D'accord. D'accord, très bien. Ce qu'on a besoin également de savoir, d'accord, est-ce qu'il existe un organe de l'État qui est chargé de contrôler les prix sur le marché? Ça, la question est adressée à M. Mahamadsi. Mais bien sûr, nous avons le ministère du Commerce à travers une direction dédiée d'ailleurs à cette mission. Maintenant, est-ce qu'il a les moyens de le faire? C'est autre chose. Mais moi, je pense que le problème de cherté de vie, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est pas seulement le contrôler. On n'a jamais réglé le problème par le contrôle du prix. Le prix, c'est vraiment la loi de l'offre et de la demande. Comment faire pour augmenter l'offre sur le marché? C'est ça ce qui est important.
Et tout le monde doit effectivement travailler dans ce sens. Le gouvernement et le secteur privé, nous allons trouver de voies et moyens pour que l'offre soit disponible. Tant que l'offre n'est pas disponible, on peut contrôler le prix, on peut fixer les prix, on peut... Par exemple, nous avons fait ce travail-là il y a 2 ans dans le cadre du programme Juste Prix au niveau de la Chambre de commerce, où nous avons mis tous les acteurs, les importateurs, les détaillants, l'État, à travers ses services techniques, mais également les importateurs également. Et nous avons travaillé sur un grille et chacun a mis la main à la pâte. Le gouvernement a contribué, les opérateurs économiques, importateurs ont également fixé un prix et ça nous a permis effectivement de gérer cette période. Mais par la suite, il y a eu beaucoup d'autres considérations qui sont rentrées et donc le contrôle des prix, c'est nécessaire, c'est bon, mais le contrôle du prix, les prix sont fixés sur la base du coût de revient des marchandises et on ne peut pas demander également à l'opérateur économique de perdre à perte, de vendre à perte. Personne n'a le droit de demander à faire ça parce que sinon, s'il connaît une perte, la prochaine fois, il ne va pas commander, il y aura pénurie sur le marché et ça devient encore plus grave. Pour vous, contrôler les prix, ce n'est pas suffisant pour... C'est pas suffisant, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. On doit réfléchir de manière globale. D'accord. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs tout le temps, autour du Premier ministre. On a fait plusieurs réunions, on a fait des propositions. L'État également des organes dédiés effectivement à ces genres de missions à travers l'ONASA, qui intervient sur le marché pour essayer d'augmenter l'offre. Mais il y a d'autres outils également que le gouvernement est en train d'utiliser, mais ce n'est pas suffisant. D'accord, mais avant de dire que ce n'est pas suffisant, est-ce que ça se fait? C'est ça la question. Est-ce que ça se fait? Est-ce que les gens contrôlent les prix sur le marché? Parce que si ce n'est pas fait, chaque commerçant se réveille un matin, il fixe le prix qui le convient. Bien sûr, ça se fait, de temps en temps ça se fait, mais pas suffisamment. D'accord. Nous avons un service, le service de contrôle du prix au niveau du ministère du Commerce, avec ils ont des brigades, mais au niveau des moyens, c'est limitant. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la logistique qu'il faut. Le Tchad, c'est un vaste pays de 1 284 000 km². Si on n'a pas les moyens, on peut difficilement contrôler les prix. Mais je pense qu'il faut d'abord des préalables. Il faut arrêter un certain nombre de critères ensemble. On tombe d'accord ensemble. Par la suite, s'il y a effectivement des commerçants qui se permettent d'augmenter les prix de manière abusive, mais il faut les sanctionner. Ça, on est contre. Mais au préalable, il y a un préalable. D'accord. Votre réaction par rapport au contrôle du prix? Moi, lui, il a dit quelque chose que je vais répondre parce que il a dit le ministère du Commerce et la Chambre se mettent ensemble, ils essayent de contrôler, mais ils n'ont pas les moyens. Pourquoi ils n'ont pas les moyens? Le Tchad, c'est un État qui adopte un budget chaque année. Et ce budget n'est pas exécuté. On l'adopte sur les feuilles, on l'amène au Parlement, le Parlement vote le budget, et ce budget n'est pas exécuté. Tout ce qu'on fait, c'est de payer les salaires. Normalement, chaque ministère, quand on crée un ministère, on lui donne un budget, et à travers ce budget, il a les moyens pour arriver à résoudre les problèmes qui concernent son ministère. C'est ça. Mais au Tchad, malheureusement, depuis 2013, les budgets qui ont été successivement votés et adoptés n'ont jamais été exécutés d'après la loi des finances. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi ils ne veulent pas faire? Pourquoi ils ne veulent pas? Parce qu'on donne à un ministère un budget, mais ils sont obligés même... Il y a un budget de biens et services, c'est-à-dire les bigues, les crayons, les tapis, le café. Le budget est là. Mais quand tu viens, tu n'as pas de budget. C'est là sur le papier. Mais on refuse de te donner l'exécution des feuilles budget à travers le ministère des Finances qui... Vous montez des projets, vous amenez au contrôle financier, vous dépensez le trésor qui paye à la fin. Mais on refuse. Et si on refuse, moi je ne vois même pas l'utilité d'avoir des ministères au Tchad aujourd'hui, à mon avis. Donc, ça c'est par rapport à ce qu'il a dit, je suis en train de répondre. Donc, moi j'appelle le président de la République. S'il nomme des ministres et s'il délègue, il leur donne des pouvoirs, il n'a qu'à les laisser travailler. C'est ça. Il est président en même temps ministre, ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Maintenant, lui, il est le ministre des Finances. Le président de la République, il est le ministre des Finances, il est le trésorier payeur lui-même.
Sans lui, rien ne sort. C'est deux fonctions différentes. Non, lui, il accumule tout ça, le président. Aujourd'hui, on ne Vous peut avez rien preuve de payer. ce que vous dites? On ne peut rien payer, je vous dis. Tout avez va à la preuve de ce que présidence. vous dites? Tout Parce que- va. Ben, allez-y au parce qu'il faut trésor. pas avancer, il Non, faut pas non, avancer mais c'est une les réalité. choses Non, sans tout va. avoir Maintenant, des même preuves. les subventions, Oui. on autorise à la présidence pour qu'on les paye. Les subventions de l'État. Par exemple, quand on prend l'IRED ou quand on prend l'université ou je ne sais pas, là, c'est nous, tout ça, ça se décide au niveau de la présidence. Normalement, ça, c'est le travail du ministre des Finances. C'est à lui de faire. Mais malheureusement, maintenant on a adopté comment dirais-je, le budget est adopté. Mais allez-y voir, il n'y a aucune exécution. Donc le budget est là, mais le travail n'est pas fait. Il n'y a pas de travail. Le budget est là, on adopte sur des papiers, et puis les biens et services. Allez-y au ministère, vous allez voir même, vous allez constater de vos propres yeux qu'il y a le budget, mais ils sont obligés d'acheter leur rame. Très bien, c'est votre avis. Oui, c'est mon avis. Vous avez une réplique? Attends, je vais finir, je n'ai pas fini. Allez-y, allez-y. Et par rapport à la régulation des prix sur les marchés, nous sommes dans une économie libérale. On laisse le marché s'organiser. Il ne faut pas que l'État intervienne. L'État Donc pour vous, l'État ne doit pas fixer les prix? Non, mais nous ne sommes pas dans un État communiste. Ce n'est pas à l'État de fixer les prix. C'est au marché de fixer les prix. Et qui fixe les prix finalement? Non, mais c'est le commerçant qui fixe son prix? Tu sais, quand je vous parle du budget, ça fait un effet domino. Quand l'État aujourd'hui lance des marchés, c'est-à-dire des biens et services, c'est le seul pourvoyeur de fonds aujourd'hui. Il n'y a aucune entreprise au Tchad aujourd'hui qui a plus, je dirais, de 2000 employés. Lui, il est le président de la Chambre de commerce. Il peut en témoigner. Combien d'entreprises ont plus de 2000 employés? Même 1000, là, moi je ne connais pas. Même 1000. Je n'en connais pas. Peut-être la Coton Tchad qui a des employés saisonniers dans les 1500 ou 2000, je ne sais pas. Mais aucune entreprise au Tchad qui a 1000 employés. Aucune. D'accord. Et donc, maintenant, l'État est le seul pourvoyeur de fonds. Depuis que l'État du Tchad a été créé, l'État consomme. C'est de cette manière qu'on arrive à irriguer les provinces, les départements avec l'argent de l'État. C'est de cette façon qu'on distribue les biens, ce que l'État engrange. D'accord. Maintenant, on a beaucoup de recettes. Et avec les recettes qu'on a, si aujourd'hui, l'État, il ne peut pas être un agent économique. C'est pas possible. Alors, je vous repose la question, M. Youssouf. Qui est censé fixer les prix? Personne ne fixe au marché de fixer les prix. C'est au marché, c'est-à-dire que c'est aux commerçants? Oui, non, c'est la loi, comme il l'a dit, de la demande et de l'offre. D'accord. S'il y a une demande, s'il n'y a pas assez d'offres, les prix augmentent. Ok. S'il y a une demande, il y a plus d'offres, les prix vont baisser. Donc c'est une économie libérale. Oui, mais le problème... Parce que les Tchadiens ont vraiment besoin de comprendre ça. Chaque commerçant fixe son prix ou bien qu'est-ce qu'on fait? Non, l'État doit mettre un cadre. Oui. Le cadre que l'État doit mettre... On avait des industries entre-temps. On fabriquait notre sucre au Tchad, on fabriquait notre huile au Tchad, on a notre farine au Tchad, on fabrique. Mais aujourd'hui, on a assassiné toutes ces sociétés. Je dirais, on les a assassinées. Je pèse bien mes mots. On a assassiné toutes ces sociétés. Donc, quand on a fait disparaître ces sociétés, on dépend de l'extérieur aujourd'hui. Et aujourd'hui au Tchad, on a 39 millions d'hectares de terres arables. 39 millions. Sur les 39 millions, 6%, c'est-à-dire à peu près 2 200 000 terres arables sont cultivables. Et ça aussi, c'est d'une manière artisanale. Et l'État doit mettre un cadre par rapport à ça pour que les gens puissent cultiver et qu'on ait l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui au Tchad, on importe les riz qu'on consomme. C'est une honte. C'est une honte de riz qu'on importe. Alors on revient à M. Mohamed Seyd. Oui. Est-ce que vous êtes de son avis? Est-ce qu'on doit laisser les commerçants fixer le prix? Bon, moi, les gens, ils font de l'amalgame. J'ai toujours dit que c'est lui qui décide du prix, c'est la loi de l'offre et de la demande. Le marché va se réguler tout seul, ça c'est bon. Mais il y a un cadre. L'État met en place des cadres. Et il nous est arrivé de travailler sur un cadre bien précis, en tenant compte effectivement des prix de revient communiqués, des prix d'achat communiqués par les importateurs eux-mêmes, des charges, que ce soit des transports communiqués par les transporteurs, des frais douaniers et tout ça communiqués. Et donc nous avons négocié par rapport à chaque produit. Et donc les frais, les droits de douane ont été réduits. D'accord. Il y a des frais supplémentaires qui ont été supprimés. Et donc dans ces genres de situations, l'État effectivement, en tenant compte de tout ça là, peut fixer un prix. D'accord. D'un commun accord bien sûr avec le commerçant. Par la suite,
chacun est tenu de respecter ses prix. Pour le reste, c'est la loi de l'offre et de la demande qui détermine les prix. D'accord. On peut tout faire. On peut monter sur le ciel de la tête. On peut se permettre de dire des commerçants verrez, mais le commerçant, lui, il n'est pas là pour faire le social. C'est pas son travail. D'accord. C'est pas son travail si le prix est cher, si la population achète cher, tout ça là. Lui, ce qui guide le commerçant, c'est qu'il faut qu'il arrive d'abord à vendre et bénéficier d'une petite marge pour lui permettre de se maintenir. Tant qu'il n'a pas ça, il ne peut pas vendre. Il est obligé de laisser tomber parce qu'il ne peut pas. Personne ne peut supporter, même l'État supporte difficilement le denrée de première nécessité. Comment se fait-il que les opérateurs économiques peuvent supporter? Il ne peut pas supporter. Mais ce qui va déterminer. Maintenant, il y a beaucoup d'autres paramètres. Comme il est dit tout à l'heure, nous avons proposé au gouvernement, quand on a eu des échanges autour du Premier ministre, de l'actuel Premier ministre, même de l'ancien Premier ministre, un travail que nous avons proposé à 3 niveaux. Il y a des situations à court terme. À court terme, c'est de trouver les voies et moyens pour inonder le marché. Ça va stabiliser les prix, ça va même faire baisser les prix. À moyen terme, maintenant, il faut également avoir des entrepôts, avoir des stocks. On n'a pas de stocks. Par exemple, aujourd'hui, les farines. Supposons qu'aujourd'hui, le Cameroun interdit l'importation de farine. On n'a plus de stocks de farine. Nous sommes fournis par le Cameroun. On n'a aucun importateur qui fait de la commande de farine à l'extérieur. D'accord. Et deuxièmement, maintenant, ça c'est à moyen terme. Il faut trouver des moyens de faire des stocks pour faire face à ce genre de situation. Troisièmement, donc à long terme, là, il faut commencer à produire. Augmenter notre production agricole. Nous avons la capacité de le faire. D'abord, Dieu nous a tout donné, la terre, l'eau, le soleil. Le soleil. Et donc, le soleil qui dit l'énergie. Une jeunesse. Et une jeunesse. On peut effectivement se permettre de se lancer. Par exemple, aujourd'hui, on a des fonds qui sont distribués aux jeunes, comme des cadeaux. Et après, les gens se permettent d'aller se marier, d'aller acheter une moto. On peut effectivement travailler ensemble, sélectionner les projets des jeunes, les former, les mettre sur le terrain, les encadrer jusqu'à ce qu'ils deviennent des vrais... D'accord. Sur la question des prix, vous êtes tous d'accord que c'est la loi de l'offre et de la demande qui fixe les prix. Oui. Alors, on se dit par exemple que cela peut vraiment créer un peu de désordre parce que vous savez qu'il y a des commerçants qui font de la surenchère. Qu'est-ce qu'on fait dans ces genres de conditions? Lorsqu'on a affaire à des commerçants qui font de la surenchère. Moi, je pense que vous avez des problèmes avec les commerçants. Mais les commerçants, lui, c'est de gagner. Ça, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Et le consommateur a besoin de consommer. Mais le consommateur, ce n'est pas son problème. Ça, ce n'est pas le problème des commerçants. Le problème des consommateurs, c'est l'État qui doit régler. Justement. Là, il faut suivre. Ben, c'est ça, l'État de dire qu'il soit vert. Le commerçant, lui, il faut qu'il rentre dans ses frais. Maintenant, on est dans un pays comme le Tchad où la concurrence est rude. Personne ne se permet de faire une marge exorbitante, c'est faux. Il n'y a pas de marge exorbitante. Il n'y a pas de marge exorbitante que les gens font. Les Tchadiens, c'est des commerçants. C'est des vrais commerçants. C'est pas comme d'autres pays où les gens mettent une marge et puis non. Les Tchadiens, c'est quelqu'un qui vend et il va renouveler son stock tout de suite. Donc, il n'y a pas une marge exorbitante pour le commerçant. Par contre, il faut travailler sur l'offre. Si vous dites, vous fixez les prix, vous imposez. On a connu au Tchad. Déjà, je vous donne l'exemple des taxis. Les taxis étaient à 100 francs. À un certain moment, on avait connu l'augmentation du carburant et tout ça. C'est là 10 ans. C'est monté à 200 000 jusqu'à aujourd'hui, ça n'est pas ressenti. Jusqu'à aujourd'hui. Le ciment, quand on avait fixé un prix, on est passé de combien? Entre 6 000 et 6 500 à 10 000 francs. Jusqu'à aujourd'hui, le prix de ciment aussi entre 8 500 et 10 000. Ça veut dire que quand l'État intervient, quand on n'a pas tout, maîtrise pas tous les contours, ça sert à rien d'intervenir. Et on avait géré tout dernièrement la crise avec le pain. Quand il y a eu une augmentation du pain, nous sommes restés d'abord avec les boulangers pour comprendre pourquoi ils ont augmenté. Ils nous ont expliqué la situation. Même moi, je me suis rendu compte que c'est pensé moi qu'on n'avait pas de stock de farine, que les farines, on est fourni par le Cameroun.
Et par la suite, on a fait des comparaisons avec le prix des pains au Cameroun et le prix des pains ici. Le pain est vendu moins cher au Tchad parce qu'on avait imposé un prix de 100 000 francs et que les boulangers ont accepté. Par contre, au Cameroun, qui est un pays ouvert à l'océan, mais le pain est à 150 francs. Et même si là, au niveau des qualités, peut-être qu'ils ont une meilleure qualité, quand on commence avec eux, on fait la règle de 3, on n'est pas plus cher que le Cameroun. Par contre, on a des frais supplémentaires. Et donc, on a demandé au gouvernement de ne pas intervenir, de gérer cette situation. Donc, nous avons fait une réunion autour du ministre du Commerce. On avait calmé la situation. On a laissé la population cotiser. Après, ils ont compris. On a dit, écoutez, vaut mieux avoir des pains en permanence que de fixer un prix et qu'on arrive à une situation de pénurie qui va avoir un impact sur les autres produits. Parce que s'il y a les pénuries, les gens vont essayer de se rabattre sur d'autres produits comme les pâtes alimentaires et tout ça, et on va connaître un flambeau. Très bien. On revient à M. Youssouf Korom. Quel est le mécanisme, vous êtes commerçant, quel est le mécanisme de fixation des prix? C'est-à-dire, quels sont les éléments sur lesquels vous vous basez pour fixer le prix d'un produit? C'est le prix de revient du produit, parce que nous, on ne produit rien au Tchad. Tout est importé de l'extérieur. Il y a les frais de transport, il y a les frais de douane, et le temps que ça va prendre pour que tu vendes ton produit. Tous ces paramètres, les gens prennent en compte pour qu'ils fixent un prix. Et ça, c'est normal. Et maintenant, moi, je vais revenir sur, comme tu l'as dit, la fixation du prix sur le marché, tout ça. Maintenant, l'État, chaque année, je vois à travers l'ANADER, je crois, subventionne, je crois, le maïs, le mil, des trucs comme ça, ils subventionnent. Mais ce n'est pas suffisant, cette subvention pour le Tchad. Pour baisser les prix, ce n'est pas du tout suffisant. Nous reviendrons sur la question de la subvention. Justement, ce n'est pas suffisant parce que, justement, on va revenir, mais je vais revenir sur ça. Ce n'est pas suffisant. Comme lui, il l'a dit tout à l'heure, quand l'État intervient pour réguler, pour fixer les prix, ça va être plus cher. À un moment donné, au temps du feu Marshall, ils ont fixé des prix sur le mouton, la vente des moutons, tout ça. Les prix ont flambé. Les prix ont flambé. Il ne faut pas que l'État intervienne. L'État laisse le marché s'organiser lui-même. Mais qu'est-ce que l'État doit faire? Si l'État laisse le marché s'organiser lui-même, parfois il y a des augmentations qui ne s'expliquent pas. Si ça s'explique, les augmentations. Par exemple, pour le ciment, supposons maintenant, nous, on a deux sociétés de ciment au Tchad. Le CIMAF et la SONACIM. Si l'État veut que le prix du ciment baisse, il n'a qu'à subventionner le ciment qui est ici. C'est-à-dire qu'il ne va pas subventionner un pays d'argent, mais il faut qu'il baisse les taxes. Et là, on peut avoir un sac de ciment à 5 000. Les gens vont arrêter d'importer le ciment qui coûte cher là-bas. S'ils importent, ils vont vendre au même prix. Même s'ils gagnent 100 francs par sac de ciment, si le ciment est à 5 000, et si ils importent, ils seront obligés de vendre à 5 000 francs. Donc c'est l'État qui doit fixer le prix. Non, l'État ne fixe pas le prix, il subventionne. Par exemple, il peut subventionner la cimenterie, il peut subventionner une société de farine qui est là, peut-être, ou il peut subventionner les sociétés en essayant de ne pas prendre de taxes sur les productions. Et ça, les prix vont baisser d'eux-mêmes. Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas de société. Par exemple, la Sonacite, elle est morte. Je dirais, elle n'existe pas. Beaucoup de sociétés, la huilerie, ça n'existe pas. Maintenant, il y a une production locale de l'huile, l'huile d'arachide. Mais aujourd'hui, 1,5 litre, parce qu'ils vendent avec les bouteilles d'1,5 litre là, ça a flambé. Pourquoi ça a flambé? Parce qu'ils ont augmenté le prix du gasoil. La Sonacite, elle existe. La Sonacite existe, mais elle ne produit pas du sucre. Pour moi, ça n'existe pas. Quand tu ne produis pas, ils ne sont pas producteurs, ils sont importateurs. Donc ça n'existe pas. Ce n'est pas une société industrielle. Donc, pour que les prix baissent, il faut qu'on arrive à industrialiser le pays. On a les moyens aujourd'hui avec l'argent du pétrole qui vient à gogo, à flot, je dirais. C'est des milliards et des milliards qu'on est en train de gagner. Maintenant, avec ça, on peut industrialiser le pays et mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que quand on prend sa nièce, son neveu, sa cousine, je ne sais pas, un gars du clan, on met quelque part, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il faut mettre des gens que les Tchadiens peuvent leur demander des règlements de compte demain s'ils gèrent mal les sociétés. Donc, c'est de cette manière qu'on peut quand même faire baisser les prix. Mais quand on dit que les prix sont chers, on crie à longueur de la journée, à chaque coin de rue, que le sucre coûte 50 000, que ceci. C'est pas ça qui va faire baisser les prix. Il faut que le président de la République il se mette au devant de la scène.
Ça, c'est le président de la Chambre de commerce. Et il est en même temps président de la Chambre de commerce panafricain. Qu'il crée une commission. Ils vont revoir le problème. C'est quoi le problème? Quel est le problème? Mais tant que tu ne trouves pas, tu n'arrives pas à trouver le problème qui est dans le pays, tu ne peux pas te réveiller un bon matin et dire aux commerçants de baisser les prix. Mais ils vont baisser des commerçants, non? Toi, quand tu importes un sac de sucre, par exemple, tu achètes à Poucherie un sac de sucre à 25 000 francs, tu payes le transport 1000 francs, la douane, tu payes 1000 francs, ça fait combien? 27 000. Tu ne peux pas vendre à 27 000. Oui, justement, sur la question de la douane, est-ce que la douane en est pour quelque chose? Est-ce que la douane est pour quelque chose sur la question de la cherté de vie au Tchad? Pour certains produits, il y a des produits qui ont été subventionnés. Par rapport, comment dirais-je, il y a des produits qui viennent sans taxe, mais malgré ça, il y a le problème de transport. Parce que nous, le Tchad, c'est un pays enclavé. Oui. Quand tu prends un conteneur du Cameroun jusqu'à ici, ça peut te coûter dans les 3 millions, 4 millions, voire 5 millions un conteneur. Et c'est des frais qu'il faut mettre sur les produits. Avec le temps que tu achètes le produit là-bas, l'argent que tu vires ici, il y a plein de tracasseries pour les commerçants aujourd'hui. Et ils ne peuvent pas fermer les yeux et baisser les prix. Et ça, l'État, il faut qu'il investisse dans l'industrie. Comme je vous ai dit pour le ciment, il faut créer une société. Aujourd'hui, le sucre, par exemple, c'est une souveraineté nationale. Tu es un pays souverain, un pays normal. Tu ne peux pas produire du sucre. C'est pas normal. D'accord. On a 39, attends, je vais finir. On a 39 millions, comme je vais dire l'autre tout à l'heure, 39 millions d'hectares de terres arables. Avec ça, on peut nourrir toute l'Afrique. Et on a un grand pays à côté, le Nigeria, 200 quelques millions d'habitants. Mais on a la jeunesse, on a de l'eau, on a du soleil, hein, on a la terre, mais rien ne nous manque. Seulement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Selon moi, il faut que le président se mette au devant de la scène. Il faut que ça devienne quelque chose, comme dirais-je, le mot me manque d'ailleurs, mais je veux dire, il faut que ça soit un problème qui concerne vraiment la nation. Et ça, il faut qu'il trouve une solution à ce problème. Moi, je vous assure, je voudrais rassurer mon frère que le chef de l'État est très attentif à ces problèmes. C'est pas ce que je vois. Non, oui, mais je vous rassure, c'est qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de le rencontrer, il attire notre attention sur la vie chère. Ça, vraiment, honnêtement, je vous dis qu'il n'y a pas une rencontre où il n'a pas attiré notre attention sur la cherté de vie. Deuxièmement, vous parlez des propositions. Même sur propositions, je profite également pour dire que nous avons pris beaucoup d'initiatives dans le cadre de résolution de ces problèmes. Nous avons soumis des fiches à l'attention, plusieurs fiches dans ce sens, à l'attention des chefs de l'État. Il n'y a pas une seule fiche qui n'a pas reçu un avis favorable. Je vous dis par exemple qu'on est en train de travailler avec le ministère de l'Agriculture sur l'instruction des chefs de l'État sur une assise sur l'agriculture. Nous allons nous mettre ensemble. C'est une première. Les grands producteurs, le secteur privé, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois dans les orientations et tout ça, le secteur privé, l'intervention du secteur privé est vraiment négligée. Par contre, pour régler le problème d'agriculture, le problème de sécurité alimentaire, il faut arriver à produire à grande échelle. Et donc c'est dans ces cadres-là qu'on a été orienté par les chefs de l'État pour discuter avec le ministère concerné à l'agriculture et l'élevage. On est en train de travailler, nous avons finalisé, on est en train d'arrêter une date avec les partenaires pour faire une assise sur l'agriculture. Ce qui nous permettra de toucher du doigt le problème de sécurité alimentaire et proposer des solutions et directement commencer à mettre en œuvre. Très bien. Nous sommes en train de travailler également sur la problématique de régler le problème d'importation du blé. Au lieu d'importer, nous voulons effectivement faire développer la production. Et ça également, c'est sur l'instruction du chef de l'État. Donc on a touché pas mal. Mais tant qu'il n'y a pas quelque chose qui est visible, on ne peut pas se permettre de parler. Je vous rassure que c'est un dossier sur lequel nous travaillons tous les jours. Très bien. Est-ce que l'État subventionne certains produits sur lesquels? Moi, par principe, je suis contre la subvention. Vous avez quelqu'un qui est contre la subvention. Parce qu'une subvention va tuer une économie. Ça, c'est ton opinion. Mon opinion en tant qu'expert. Maintenant, je suis président de la Chambre de commerce. Pour régler un certain moment, l'État doit faire des interventions. Et l'État aujourd'hui intervient. À la demande de la Chambre de commerce, aujourd'hui, tout, pour la première fois dans notre pays, parce qu'il faut apprécier quand même des choses qui ont été faites, pour la première fois dans notre pays, tout ce qui est équipement agricole, tout ce qui est en train
intrants agricoles, les semences, les pesticides, les engrais sont exonérés de droits de douane, qui étaient par le passé taxés à plus de 30%. Il faut reconnaître. C'est pas ce qu'on voit sur le marché. Si, oui, mais maintenant que la filière n'est pas encore organisée, mais c'est là où vous pouvez aller aujourd'hui importer en tant que commerçant et vous allez voir. Vous allez payer. Non, vous n'allez pas payer. Si, vous allez payer des choses à la douane. Je suis désolé si on vous demande quelque chose, vous venez à la chambre. Parce que les gens qui importent même du Cameroun ici, à Kousseri, ils payent la douane. C'est normal parce que vous importez au Cameroun que vous ne payez pas la douane. Ce n'est pas des produits fabriqués au Cameroun. Non, attention, il ne faut pas faire la de l'engrais fabriqué au Cameroun, les gens payent la douane. Je suis désolé. Le Cameroun ne fabrique pas d'engrais, je te rassure. C'est juste des paquets. Ça veut dire qu'il y a une compacté chez eux. Non, même si ça ne fabrique pas, c'est compacté chez eux. Oui, mais attention, il faut lire la loi. Nous avons le code de douane, qui est le code de douane, comment il dit, parce que nous avons ce qu'on appelle les tarifs douaniers communs avec les pays membres de la CEMAC. Ça ne veut pas dire que... C'est assemblé chez eux. Si, mais assemblé, ça ne veut pas dire que c'est produit. Mais c'est assemblé, c'est écrit fabriqué au Cameroun. Non, il y a des règles. Ce n'est pas parce que vous allez écrire fabriqué au Cameroun que c'est exonéré. Vraiment, les produits... Mais vous avez dit tous les intrants, non? Si. Les intrants agricoles. Maintenant, vous ne payez rien du tout. Vous ne payez rien du tout, vous venez. Si aujourd'hui, la douane ou quiconque vous demande de payer des droits de douane sur les engrais, sur les pesticides ou sur les équipements agricoles, vous laissez la douane et vous venez. On va trouver la solution. Très bien. Donc c'est un faux problème. Ça. Merci. Les gens, ils veulent toujours parce qu'ils sont habitués à travailler de manière pas transparente. D'accord. Et donc, ils ne savent même pas. Ceux qui aujourd'hui importent ignorent même l'existence de ces avantages. Très bien. Et Vous donc, êtes contre la subvention. Est-ce que vous êtes aussi contre la subvention, M. Youssef Korouma? Je m'explique, je n'ai pas fini. Parce que quand vous dites que vous êtes Vous monopolisez, on n'a pas le temps, et vous monopolisez tout le temps. Quand je dis je suis contre, c'est par principe. En tant que. Moi, je suis aussi un enseignant-chercheur dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, parce que la subvention n'a jamais réglé le problème. Regardez le Soudan, regardez l'Algérie, regardez partout dans les pays où la nourriture est subventionnée, l'État n'aura pas de moyens pour investir dans des structures de production et donc on va s'arrêter. Ça va, ce n'est pas une solution pour un pays s'il subventionne. Par contre, je suis favorable à un accompagnement des entreprises de production. Ceux qui font de l'agriculture, l'État peut subventionner. Nous avons vu dans certains pays, par exemple, où aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Aujourd'hui, on ne peut pas conserver nos produits. Parce que nous avons des produits de pêche, nous avons des fruits et légumes que nous n'arrivons pas à conserver. J'ai vu un bel exemple au Maroc où, si vous investissez dans un frigo, ça veut dire que vous créez les conditions pour stocker les produits frais, on vous rembourse les 70%. D'accord. Ça veut dire qu'avec les 70%, vous pouvez faire 3 ou 4 et ça permettra de stocker et de rendre disponible le produit à tout moment. Et ça va influencer sur les prix. Est-ce que vous avez proposé ça? Ce genre de subvention, vous avez proposé au gouvernement? Mais bien sûr, on propose tous les jours. Vous le proposez? C'est pour ça que j'ai dit on est en train de... Ils ne le suivent pas. Oui, non, ça c'est ce que vous dites. Est-ce que vous êtes contre la subvention? C'est ça ma question. C'est ce que vous dites. Mais le gouvernement... Vous êtes pour ou contre la subvention? Moi, la subvention, je suis pour un moment. On ne peut pas tout le temps et toujours subventionner les choses. D'accord. La subvention que moi j'ai dit, comme il dit, c'est plus l'accompagnement que la subvention, c'est-à-dire on achète le mil ou le maïs ou le riz, on importe, et puis on l'achète là-bas à 20 000, on le vend ici à 12 000. C'est ça la subvention. Oui. Ça, je suis contre. Ça n'arrange pas l'économie. Par contre, ça tue tout. Par contre, aujourd'hui, comme je l'ai dit, et je vais me répéter, on a 39 millions d'hectares de terres arables. C'est très important. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Et dans les 39 millions, c'est 2,2%, c'est-à-dire à peu près 6% des terres sont cultivées. Malheureusement, j'ai dit sont cultivées. Et ce qui est cultivé, c'est cultivé de manière artisanale. Aujourd'hui, avec la rareté des saisons pluvieuses, maintenant, entre-temps, au marché, le sac de gombo, il coûte 3 000 francs pendant la saison pluvieuse. Aujourd'hui, il coûte à 9 000 francs. C'est parce que, entre-temps, quand la saison pluvieuse elle est bonne, toutes les familles arrivent à faire quand même un truc de 1000 mètres carrés ou 500 mètres carrés. Ils le font. Grâce à ça, une partie ils vont sécher, l'autre partie ils vont le vendre, et ce qui fait que le gombo, le prix baisse. C'est un exemple sur le gombo. Et par exemple, il y a d'autres produits aussi, le poivron, tous ces produits, je parle de la culture maraîchère. Ça fait vivre beaucoup de familles. Mais avec le manque de saison pluvieuse, maintenant, cette année, tout est cher. Tout est cher. Même le maïs, tout va être. Aujourd'hui, le maïs il est à 35 000 francs, le maïs. Donc,
Maintenant, l'État, c'est comme 40 000 francs pour 40 000 francs, c'est monté. Récemment, c'est 35 000 francs, donc c'est monté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Qu'est-ce qui explique donc cette augmentation? C'est la rareté. Non, je pense qu'il faut... On n'a pas touché ce point. Mais on est dans une situation exceptionnelle que tout le monde ignore. C'est que, d'abord, on est dans cette période de rupture entre les stocks de la saison dernière et la nouvelle récolte. Ça n'a jamais été suffisant. Oui. On a toujours important. Non, mais c'est pour te dire que ça a été toujours comme ça. 8 mois. Si ça a été toujours Les prix n'ont jamais augmenté à ce prix. C'est pas à ce niveau. Attends, je vais te dire. Si ça a toujours été comme ça, pourquoi cette année les prix ont grimpé de cette manière? Je suis en train d'arriver. Cette année, pourquoi je parle d'exceptionnel? Parce que l'alerte a été déclenchée un peu plus tôt. Parce que vous, maintenant que vous vous rendez compte, nous, on a commencé notre réunion au mois de février et mars, avec la crise, le début de la crise soudanaise, les frais de transport et l'augmentation des matières premières sur le marché. Nous avons alerté le gouvernement depuis longtemps. On a fait des réunions déjà autour du Premier ministre où le stock de l'ONASA a été mis sur le marché. Le stock qui devrait être mis sur le marché au mois d'août a été mis sur le marché à partir du mois de mai. Ça veut dire que le stock que l'ONASA on a mis sur le marché pendant la période de Ramadan, qui était une période qui était censée, on n'allait pas vendre le stock. Maintenant, il n'y a plus de stock de l'ONASA parce que l'alerte de l'augmentation du prix nous avons connu bien avant par rapport aux années précédentes. Le stock a pris fin parce que l'année dernière, on a connu une inondation. Cette inondation a fait que la production, même de l'année dernière, n'était pas suffisante. Tu vois comme... Et donc, il y a eu en quelque sorte un effet et un impact en cascade qui a connu cette augmentation. Et ça, il faut également tenir compte des crises que nous avons connues avec le Soudan. Aujourd'hui, c'est bloqué. Non seulement rien ne vient du Soudan, mais notre stock, on est en train de partager et avec les réfugiés et avec les voisins du côté du Soudan parce qu'ils n'ont pas d'autres sources. Et aussi, ils mangent la même chose, les mil, les maïs et tout ça. Et la crise nigérienne qui est venue tout dernièrement, ça veut dire que pendant la saison de pluie, la route qui nous lie au Nigeria est bloquée. Et par le Niger, aucun camion vient. D'accord. Et donc tout ça a un impact sur les prix. C'est quoi la solution, monsieur? Bon, maintenant la solution, c'est qu'il n'y a pas une solution magique. C'est que les prix vont redescendre dans 2 semaines. Parce qu'on a les donc premiers... on doit attendre les prochaines Oui, exactement, il faut attendre la prévision. Parce qu'il n'y a pas une solution à court terme. Les prix vont descendre en 2 semaines? Oui, en 2 semaines. Oui. Comment ça? Je m'explique. Les premières récoltes sont déjà sur le marché. Que ce soit de l'arachide, que ce soit du maïs. Et dans les jours qui suivent, les récoltes vont rentrer sur le marché. Dès que l'offre devient suffisante sur le marché, les prix vont commencer à baisser. Je n'ai pas dit que les prix vont tout de suite chuter, diviser par 2. Mais vous oubliez quelque chose. Mais les prix vont commencer à baisser dans vous oubliez quelque chose, parce que la saison pluvieuse, elle est très mauvaise cette année. Elle n'est pas bonne. Partout, elle n'est pas bonne, la saison pluvieuse. Donc, moi, à mon avis, les prix ne vont pas baisser. C'est le constat que je vois au marché. Les prix ne vont pas baisser. Et vous parlez des stocks de l'ONASA qu'on a utilisés au mois de mai. Ça, c'est un faux prétexte. Gouverner, c'est prévoir. L'État, c'est quoi son travail? Vous savez, laissez-moi finir. Moi, à plusieurs reprises, l'État a engrangé des recettes à hauteur de, je dirais, 1000 milliards qui sont tombés comme ça, mirobolant du ciel, comme ça, à cause de l'augmentation du pétrole. Et s'ils savent, le Premier ministre est un entrepreneur, c'est un commerçant, le Premier ministre, il était. Maintenant, il est Premier ministre, il connaît le métier. C'est quelqu'un de la vieille école. Il aurait dû prévoir ça. Parce qu'il ne faut pas attendre au dernier moment, venir dire que bon voilà, je ne sais pas, le stock est fini. Non, c'est un entrepreneur aussi, je le connais bien, mieux que toi, le Premier ministre. Je travaille avec lui, je le connais. C'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a créé des entreprises, c'est quelqu'un qui connaît bien le marché. Il aurait dû prévoir ça, au lieu de prendre les stocks d'ONASA, l'utiliser au mois de mai, il aurait dû amener d'autres stocks. Parce qu'on a les moyens, aujourd'hui l'État a les moyens. Si on a des moyens à acheter des drones à 12 milliards, mais pourquoi on n'a pas des moyens à nourrir sa population? Nourrir, éduquer, soigner, ça c'est les premières nécessités d'une population. Et donc, maintenant, l'État a failli, il faut qu'elle reconnaisse qu'elle a failli. Et
les récoltes que lui il est en train de dire qu'ils vont entrer sur le marché, c'est vraiment insuffisant pour le Tchad. On est au-delà de 18 millions. Et est-ce qu'il y a même dans ces pays quelqu'un qui fait 1000 hectares, 2000 hectares, même 500 hectares? Moi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'accord. Tu ne vas même pas trouver quelqu'un qui fait aujourd'hui 100 hectares de maïs. Pardon, au Tchad. Et maintenant, ce qui est passé, c'est le passé. Maintenant, il faut que l'État prenne le taureau par le cornes. Pour la campagne agricole de 2024 qui va venir là, il faut que l'État essaye d'importer les maïs hybrides, qu'on peut faire avec les maïs hybrides, sur 1 hectare entre 8 et 10 tonnes. 8 et 10 tonnes, c'est-à-dire, c'est énorme. C'est énorme. Et il y a le riz, on peut faire entre 12 et 14 tonnes. D'accord. Vous voyez, non? Et donc, il faut que l'État se mette au devant de la scène, qu'elle s'intéresse un peu à l'agriculture. Moi, par exemple, personnellement, j'ai voulu labourer un champ aux alentours de N'Djamena. J'ai cherché un tracteur pour le louer, je n'ai pas trouvé. Alors que le feu président a mené, je ne sais pas, dans les 2 ou 3 000 tracteurs qu'il a subventionnés, les gens ont acheté, on ne sait même pas c'est là où aller. Très bien, où sont partis les tracteurs? Personne ne sait. Vous avez dit gouverner, c'est prévoir, c'est très important. Vous avez dit que vous avez alerté depuis le mois de mai, je ne sais pas si février, que cette situation allait se passer ainsi. Oui, on n'a pas été. Pourquoi les dispositions n'ont pas été prises? Oui, mais ce n'est pas facile pour prévoir un stock. Un État, gérer un État comme le nôtre n'est pas facile non plus, il faut reconnaître. Lui, M. Korom nous dit qu'il y a suffisamment d'argent, mais nous, on n'a pas vu cet argent qui nous montre là où se trouve. Mais l'argent n'a jamais été suffisant pour gérer le pays. Il y a plusieurs problèmes à régler. Le problème de sécurité est aussi important que juste faire un tour au Soudan, à Khartoum aujourd'hui, pour voir la sécurité comme elle est nécessaire, parce que la sécurité, il faut vraiment assurer d'abord la sécurité, c'est important. Mais il faudrait que les gens mangent aussi. Il faut que les gens mangent. On ne mange pas la sécurité. Non, mais même pour manger, il faut être en sécurité d'abord. On ne mange pas la sécurité. Sinon, tu risques de retrouver avec, comme les réfugiés soudanais aujourd'hui qui sont venus là-bas, aujourd'hui, premièrement, ils ont tout laissé, même leur stock pour fuir. Donc la sécurité, c'est important. Non, on n'a pas dit que c'est pas important. L'argent qu'il parle, on ne veut pas, mais l'État, je n'ai pas dit que c'est une raison. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à chaque fois qu'on se rencontre avec le chef de l'État, il attire notre attention sur la chef de vie. Donc c'est effectivement un problème aussi qu'il tient à cœur. Le Premier ministre a organisé plusieurs réunions autour de cette question. Si à haut niveau on organise des réunions pour essayer de discuter de la question, ça veut dire que le gouvernement est aussi très attentif à la question. Maintenant, il faut évaluer est-ce qu'ils ont les moyens de régler tous les problèmes. Nous, on a fait une réunion, on a fait des propositions. Le reste, il appartient au gouvernement maintenant de mettre en œuvre ces propositions en fonction de ces moyens. Ça, nous ne sommes pas les juges, nous ne sommes pas chargés d'évaluer, il appartient au gouvernement maintenant de mettre en œuvre. Mais on a fait une réunion, tous les acteurs étaient présents, on a fait des propositions. Il nous parle aujourd'hui de l'agriculture. Vous parlez il n'y a pas de Tchadiens, il y a des Tchadiens qui font des hectares. Je vous invite juste de visiter mon champ, j'ai fait plus de 1000 hectares. C'est une exception. Il y en a plein, je connais, qui font plus de 100 hectares, j'en ai plein. Je vous demande seulement de visiter. Il y a des gens qui font des efforts, il faut les accompagner. Ces gens qui font des efforts avec des fonds propres. C'est pour ça que je te parle de faire une assise sur l'agriculture. Pour identifier ces gens qui font des efforts, qui sont aujourd'hui en train de faire effectivement l'agriculture dans un contexte très difficile, où les intrants ne sont pas là, les intrants agricoles ne sont pas disponibles, les bonnes semences ne sont pas là, l'encadrement manque. Malgré tout ça, là, ils font des efforts, il faut les accompagner. On a une chance d'avoir des gens qui s'intéressent aujourd'hui, que ce soit l'agriculture que l'élevage. En matière de l'élevage, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de tête de bétail. Je suis sûr que même si tu es né à N'Djamena, je le sais, mais je sais que tu as quelques têtes de bétail parce que c'est naturel et c'est traditionnel. C'est dans ta culture. Les Tchadiens sont agriculteurs et élevage dans leur sang. Tout le monde le fait. Mais ça, c'est un atout qu'il faut maintenant sur lequel il faut... D'une manière artisanale. Oui, bien sûr, de manière artisanale, mais il faut les aider à moderniser maintenant. C'est cet accompagnement. C'est le gouvernement qui doit faire ça. Oui, c'est pourquoi le gouvernement seul ne peut pas. On doit également pousser le gouvernement à le faire. Est-ce que le gouvernement écoute? C'est pourquoi, on a dit qu'on est en train de prévoir une assise pour discuter de cette question. D'accord, très bien. La question, elle n'est pas seulement sur la question... La cherté de vie, elle n'est pas seulement sur la question alimentaire. Attention, il y a les prix des savons qui augmentent, les prix des piles qui augmentent, et même le transport. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, le transport N'Djamena-Sarr, c'était à 15 000. Aujourd'hui, nous sommes à 17 500. C'est à cause du gasoil? Oui.
Le À cause du gasoil, gasoil. Oui, mais est-ce que l'augmentation n'est pas exagérée? C'est ça. C'est pas exagéré, c'est pas non, exagéré. mais, 2500 sur chaque voyageur. au lieu de toucher la cause, il ne faut pas conseiller ce qu'on appelle les conséquences de l'augmentation du prix des gasoil. Oui. Il appartient maintenant au gouvernement de revenir À l'ancien prix. à l'ancien prix. Non, mais Et est-ce donc que vous ça, ne trouvez pas que 2500 de plus, c'est pas beaucoup? C'est pas exagéré. Nous faisons les C'est pas plaidoyers. facile. Sur quelle base? C'est La pas- question je qu'on vais vous veut dire un truc, savoir, je vais- sur quelle base les 2500 Mais sont je vais vous ajoutés? dire un truc. C'est Est-ce pas. qu'il y a une étude qui a été faite? Écoutez, il n'y a pas Pourquoi pas d'étude. 1000 francs? Pourquoi pas 3000? Pourquoi pas 1500? Pourquoi pas 500? D'accord. Vous savez, être entrepreneur, c'est le parcours du combattant au Tchad. D'accord. Comme il l'a dit tout à l'heure, Très bien. aujourd'hui l'État doit accompagner ceux qui font des efforts. C'est vrai, il y a des gens qui font beaucoup d'efforts. Mais pour moi, je ne sais pas pourquoi l'État ne veut pas les accompagner. Ils sont les seuls à savoir pourquoi ils ne veulent pas les accompagner. Comme il l'a dit, les intrants agricoles, il n'y en a pas. On a besoin de bonnes semences. Vous voyez, les intrants agricoles, c'est-à-dire les pesticides, les fongicides, les insecticides. Vous voyez, non, l'engrais naturel, l'engrais Parlons du industriel. transport, parlons Attendez, du transport. je vais revenir. Ce qu'il a dit. On a beaucoup parlé de la question. Non, je vais revenir. alimentaire. Non, mais c'est le plus important. Si Allez-y, on mange pas, on ne peut revenez. rien faire. Revenez. Et tout ça, normalement, aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, je me répète, il y a 39 millions Oui, tout ça, d'hectares on de a terres parlé. arabes. On a parlé, mais c'est important, On est là pour ça. On est là pour ça. On est ici aussi pour la question du transport. On est là pour ça Du et c'est savon et important. de la pile qui a Oui, mais augmenté. le savon là, le savon, Oui. maintenant, le savon, pourquoi c'est augmenté? Moi, je dirais. On est passé de 200 à 400. Attends, tout est simple, c'est pas compliqué. Non, mais Vous parlez d'augmentation des frais de transport. Permettez qu'il C'est- finisse. Oui, allez-y. Permettez qu'il finisse. Ouais, mais lui, il ne me laisse pas Allez-y, parler. Il allez-y. monopolise tout, donc Allez-y. Par rapport à ça, il faut que, maintenant, par exemple, il faut que l'État arrive à accompagner tous ces entrepreneurs. Et quand vous me parlez du prix du transport, c'est pas facile d'être entrepreneur dans ces pays. Ceux qui ont les bus ou... C'est pas facile d'être consommateur aussi, il faut le préciser. Non, c'est pas facile d'être consommateur. Par exemple, quand le prix du gasoil, ça passe de 518 ou 518 à 700, c'est énorme quand même. Un truc de 120 ou 130, ils augmentent. Ok. C'est Et beaucoup. 2500 de plus. Mais 200, je ne vois pas que c'est un problème. Oui, c'est Donc normal. 2500 de plus, c'est ce n'est pas normal. un problème. Oui. Mais 180, 120 Mais ou pourquoi 130, l'État c'est un problème. Mais il n'y a pas de raison que le prix du gasoil soit augmenté. Le pétrole est produit à Djarma ici, à moins de 30 km. Et c'est notre pétrole à nous. Normalement, maintenant, quand vous partez en Europe, on a le même prix qu'au Tchad, le prix du gasoil. C'est pas normal. Ils ne sont même pas producteurs. Ils prennent notre pétrole d'Afrique, ils l'envoient chez eux, ils le raffinent et ils le vendent au même prix que nous ici. Alors que nous, c'est pour nous. Et D'accord. c'est pas normal. L'essence est à 700. Et l'essence est à 500, Elle est à 514. au Cameroun, 514. Mais le transport est moins cher au Cameroun qu'au Tchad. Pourquoi? Le gasoil est moins. Mais au Cameroun, il y a des routes. Ici, on n'a pas de routes. Il faut voir ça. Voilà, donc l'une des raisons, c'est des routes. On C'est a justement pas- ce qu'on va entendre. Oui, on n'a pas de Pourquoi route. 2500 Moi, je pense- et on n'a pas- pas de et route. pas 500? Je pense qu'il ne faut pas confondre le Cameroun et le Tchad. Oui. Le Cameroun, c'est un pays qui est ouvert à la mer, où le coût de transport est... Et donc, tout produit qui vient au Tchad est plus élevé qu'au Cameroun. C'est D'accord. normal. Ça, c'est normal. D'accord. Maintenant, spécifiquement, c'est normal que il ne faut pas dire qu'on a connu 200 francs, une augmentation de 200 francs de carburant, quand vous multipliez par 1000, c'est 200 000. Maintenant, les 200 000, si vous divisez par le nombre, ne serait-ce que sur 80 passagers ou même sur 50 passagers, vous êtes à 4 000 francs d'augmentation de coût. C'est normal que les prix de transport augmentent. Oui, c'est justement ce qu'on va Oui, entendre. c'est Donc, normal. Soyez un peu Si, précis. c'est normal, Soyez précis. que quand le coût de carburant augmente, le transport augmente, sinon les gens vont abandonner et ça deviendra encore plus difficile. Est-ce que vous pouvez justifier les 2500 qui sont ajoutés? Mais bien sûr, Pas seulement je ça. viens juste Mais il vous vous dire- a expliqué, non? je viens juste vous expliquer de manière mathématique que si vous utilisez, par exemple, 1000 litres de carburant, Oui. 1000 litres de carburant pour aller-retour, pour un gros porteur, Non, on parle d'aller. Hein. oui, aller simple. aller de 125 000. toute façon. Augmentation de Ça, je dis. 125 000. Et vous près. prenez la base, de 50 passagers, c'est certainement, c'est parfois... Est-ce que les 2500 ajoutés sur le transport, c'est en commun accord avec l'État? C'est 4 000. Oui, mais l'État, est-ce que c'est en commun accord qu'il a... C'est pas en commun avec l'État, non? Donc, c'est pourquoi nous, dans cette histoire de l'offre et de la demande, je vais vous raconter une histoire. Dès quand il y a eu l'augmentation de carburant, les opérateurs économiques de transport ont voulu effectivement
a augmenté tout de suite. Nous avons attiré leur attention, on a dit c'est une situation passagère, c'est une situation d'exception. Il faut surseoir et contribuer aux efforts collectifs pour passer cette période difficile parce qu'il y avait une pénurie avec la mise en rebut de notre raffinerie. Et donc la maintenance a fait que pendant normalement, automatiquement après ce passage, le prix va redevenir à la normale. Ça n'a pas été le cas. Donc nous avons dissuadé une première fois, deuxième fois, troisième fois, on n'a pas les moyens de dissuader. Parce que les gens ne vont plus nous écouter puisqu'on n'a pas toutes les cartes. Pour le moment, les prix de transport, dès que le gouvernement remet les prix à la normale, nous allons aller vers les opérateurs économiques pour leur demander aussi de revenir. De baisser les prix. De baisser les prix. C'est la norme. Aujourd'hui, on n'a pas tous les atouts, tous les moyens pour demander qu'ils baissent. Ils vont nous brandir effectivement cette augmentation. Et vous n'avez pas les moyens de les contraindre. Que fait le consommateur dans tout ça? Mais le consommateur, c'est maintenant, il faut qu'il paye. Parce que les salaires, est-ce que les salaires augmentent pour assurer l'équilibre? Oui, mais tout ça, nous, on ne les gère pas. Mais il a dit tout à l'heure un truc. Moi, je ne suis pas le président. Si jamais aujourd'hui, les gens ils disent que bon, maintenant, le carburant est cher. Écoutez, je suis consommateur, je suis comme vous. Je suis comme vous. Tous les commerçants sont des consommateurs aussi. Mais c'est pourquoi j'ai dit, vous ne pouvez pas mettre le consommateur, le social, avec le secteur privé. C'est pas ça. Mais le rôle de l'État, c'est aussi s'occuper. Ça, c'est maintenant l'État. Maintenant, il faut inviter aussi l'État. L'État ne doit pas intervenir. L'État doit s'expliquer. Il faut laisser le marché s'organiser. C'est ça l'économie libérale. Il faut laisser le marché s'organiser. Non, le consommateur a le devoir de faire en sorte. On n'a pas dit le contraire. Il faut peut-être inviter. Non. Il ne faut pas que l'État intervienne. Non, il faut inviter les ministres des Finances, les ministres du Commerce, tout ça, qui vont certainement défendre la position du gouvernement. Nous sommes mal placés. Nous, on est. Lui, c'est un syndicaliste, il défend les intérêts des opérateurs. Moi, je suis obligé d'être réaliste parce que moi, je suis réaliste. C'est quand même l'interface. Mais maintenant, il appartient au gouvernement de se défendre. C'est pas à nous. Parce que les téléspectateurs. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Les téléspectateurs ont besoin de comprendre. Et mon rôle, c'est de poser des questions. Oui, vous posez des questions. Des éléments de réponse. Nous, on peut vous donner les réponses qu'on peut donner. On ne peut pas quand même être à la place de l'État pour dire que l'État doit. Non, l'État. Moi, à mon avis, à mon opinion, l'État ne peut pas intervenir dans l'économie. C'est la loi de l'offre et de la demande. Qu'est-ce que l'État fait? Non, mais l'État sécurise. L'État sécurise le pays, il est là. Je ne suis pas de cet avis. Le rôle, l'État ne va pas être un acteur dans l'économie. Il va être régulateur. C'est l'État qui régule. Très bien. Oui, mais régulateur, l'État ne peut pas fixer les prix. Oui, l'État paie également. En fonction de sa politique, peut fixer le prix. Mais si elle baisse par exemple le prix du gasoil, elle peut dire maintenant, moi, on a augmenté le prix, vous avez augmenté 2500, maintenant, nous on baisse le prix du gasoil à 518, vous baissez. Ça, c'est possible. Mais quand l'État augmente le prix, les gens sont obligés d'augmenter, ils vont trouver où le gasoil. C'est ça le problème. Maintenant, vous êtes revenu à la raison pour dire que le gouvernement, peut intervenir avec quelque chose. Oui, mais avec quelque chose, certainement. Bien sûr, il ne peut pas imposer. C'est ça ce qu'il faut retenir. Intervention, oui. Imposer, non. Voilà, il ne peut pas imposer. Il peut intervenir. Il ne peut pas imposer parce que si vous imposez, tu sais qu'on est dans une économie de marché. On est dans un marché libéral. Oui, c'est une économie libérale, oui. Et donc, dans cette économie libérale, l'État ne peut pas imposer parce que l'opérateur économique est aussi libre de vendre ou de ne pas vendre. Oui, s'il ferme le boutique, ça va être encore plus grave. C'est plus grave. Donc c'est pourquoi il faut toujours discuter, de trouver un compromis. C'est pourquoi nous, on essaie toujours de rapprocher les deux positions pour trouver un terrain d'entente. Aujourd'hui, la vie est chère. On doit faire des efforts. Le consommateur doit faire des efforts. Les opérateurs économiques sont en train déjà de faire des efforts. L'État aussi doit faire des efforts. Maintenant, on est dans une situation où, quels que soient les efforts que nous allons fournir, si on n'a pas un stock disponible, on ne peut pas intervenir. Vous avez parlé tout à l'heure de savon. Mais c'est normal. Est-ce que vous connaissez sur quelle base, avec quoi on produit le savon? Déjà, nous, on ne produit aucun savon ici. D'accord. Déjà, tout est importé. C'est normal parce qu'on ne maîtrise pas tout. Et quand vous importez, et que les matières premières aujourd'hui ont augmenté, juste, il faut faire un tour au sud pour voir aujourd'hui, déjà, les récoltes de cette année, du coton. Non, pas du coton, même de l'arachide, est cher. Par exemple, le savon et l'huile vont de pair. Ce sont les résidus de l'huile qui permettent de fabriquer le savon. Par exemple, chez nous ici, c'est avec des résidus d'arachide ou de coton-tchad. Au Cameroun, c'est l'huile de palme, des trucs comme ça.
Mais toujours est-il que ce sont ces résidus-là qui permettent de fabriquer le nitrate. Donc, D'accord. souvent, une usine de l'huile à côté, il y a toujours une usine de savon. D'accord. Quand les matières premières augmentent, on devient élevé sur le marché mondial. Juste prendre un exemple. D'accord, on est en train de tendre vers la fin de l'émission, on Voilà, est pressé l'huile- par le temps. Permettez oui, qu'on l'huile- puisse moi, je finir. vais venir. On finit avec une question assez simple Non, c'est qui juste va de globaliser. Allez. L'huile qui est importée de Rapidement. Malaisie, Oui. qui était avant par le passé à 10 000 francs, Oui. et qui impacte également, parce que c'est la loi de l'Afrique, qui impacte également le prix, le riz qui est disponible sur le marché local, oui, aujourd'hui à 20, à 25 000, voire même 30 000. Donc, les matières premières ont connu une augmentation. D'accord. Les transports internationaux ont augmenté. Très bien. Et l'impact, c'est ça le... Très bien. pour lequel- L'État augmente le prix du carburant, un exemple, hein, c'est valable pour tous les produits. L'État augmente les prix, ça se justifie. Les commerçants augmentent les prix, ça se justifie. Oui. Le consommateur, lui, son salaire reste intact. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Qu'est-ce que Non, vous avez à dire de ça? Je veux parler parce que... Allez-y. Non, l'augmentation, mais ça c'est à l'État de revaloriser les salaires. C'est pas aux commerçants ou aux consommateurs. Si l'État ne veut pas revaloriser les salaires, maintenant, s'il augmente le prix du carburant de plus de 100 quelques, et si les prix des transports sont augmentés, maintenant il faut que l'État revalorise les salaires. C'est normal que l'État augmente les salaires. Non, mais- Ok. C'est normal. Non, bien. non, moi je ne suis pas de cet Non, avis. non, d'accord. Non, il ne faut pas croire que ce sont les fonctionnaires qui nourrissent les Tchadiens. Vous êtes, combien les fonctionnaires sont aujourd'hui dans ces pays? C'est un exemple parmi tant. Non, Il y a mais plusieurs. Non, il y a- je ne parle pas des fonctionnaires. C'est Non, pas seulement l'État. mais- Même l'employé que toi tu l'emploies, Voilà. tu dois augmenter son Bon, ça, salaire. ce n'est qu'un cas C'est tout le monde. C'est un cas particulier non plus pour l'État. Donc, L'État c'est un cas particulier. oui, donc- Mais si donc- la vie donc, devient chère, quand la maintenant situation- on a revalorisé le SMIC, non? Oui, On l'a pas c'est- revalorisé. C'est bon. c'est Il a bien été bon. revalorisé. Maintenant, si la vie, soit l'État intervient pour faire baisser, comment l'État va faire baisser les prix? Comme on l'a dit, il investit massivement dans les industries. Il accompagne des gens. Mais- C'est de cette manière que les prix vont baisser. Très bien. Dans le pays, en faisant l'électricité moins chère. Mais il y a plein de facteurs. Rapidement, 30 Tous- secondes. non, je veux Oui. dire, Réagir, 30 tous secondes. ces préalables-là, l'État doit prendre compte. D'accord. Mais s'il ne prend pas compte, c'est normal maintenant que la vie devienne chère. Non Très mais, bien. non, mais une 30 secondes, rapidement, rapidement, on finit. une situation exceptionnelle ne justifie pas une augmentation parce que nous allons rentrer dans un cercle vicieux. Dans un cercle vicieux de l'inflation, on ne va pas s'en sortir. D'accord. Maintenant, il faut aller vers une réflexion globale. D'accord. Comment régler ces problèmes de cherté de vie. Et la première solution, c'est de réfléchir sur le moyen d'augmenter notre production. Notre production agricole, Très bien. notre production industrielle. bien. Hein, donc, qui dit il faut maintenant pour faire la promotion des industries au niveau national, il n'y a pas de raison qu'un pays comme le Tchad ne produit pas de savon, ce n'est pas normal, ne produit pas d'aliments, ce n'est pas normal. Des Et donc, cure-dents, voilà. des Donc cotons-tiges. nous sommes en train de travailler. Le gouvernement aussi est en train de mettre en place des politiques. Dans le cadre du PND 1, aujourd'hui on est en train d'aller vers un autre PND pour essayer que ce nouveau PND qui est en train de également faire la part belle au développement du secteur privé, là il faut accompagner. Il faut se faire accompagner par les partenaires pour faire la promotion du secteur privé solide, capable de produire et de transformer pour essayer de régler ce problème Très dans bien. notre pays. Votre réaction par rapport à la question? Par Quelle rapport- est la solution qu'il faut? De façon globale, hein, il a donné sa solution pour la cherté des vies. Quelle est votre solution en tant que commerçant? Une solution globale pour la Moi, j'ai solution de dit, la cherté, sans entrer dans les particularités. Non, ça, il fallait que j'entre un peu dans les particularités parce que moi, j'ai dit il faut que l'État paye la dette intérieure. Ça fait relancer l'économie. Pour relancer l'économie, il faut que l'État paye la dette intérieure. Après avoir payé la dette intérieure, il faut, comme il l'a dit, le gouvernement Donc réfléchisse. le paiement de la dette intérieure est une solution pour... C'est une acheter solution. Oui, c'est une solution. Quand les gens arrivent à... Il faut... Tu sais, nous sommes dans un État où, comme j'avais dit tout à l'heure, le seul pourvoyeur de fonds, c'est l'État tchadien. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de grandes entreprises qui emploient plusieurs gens. Quand vous partez ailleurs, vous allez trouver des grands mastodontes de l'économie. Par exemple, quand vous partez au Niger, vous trouvez Dangote. À lui seul peut faire vaciller l'économie même du pays. Quand tu veux Etoni et le Moutou. Il y a des grands champions comme ça. Il faut que l'État pense à créer ces genres de champions comme ça. Comme il l'a dit tout à l'heure, qu'il y a des gens qui sont dans le domaine de l'agriculture, qui font dans les 100, 200, 300, 500 hectares. Il faut que l'État accompagne ces gens en mettant à leur disposition des fonds, à crédit même, il n'y a pas de problème, pour que ces gens puissent développer et puissent
exporter vers l'extérieur. Par exemple, au Nigeria ou ailleurs. C'est de cette manière qu'on peut quand même créer une économie diversifiée. D'accord, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous donne 30 secondes pour votre mot de fin. 30 secondes, s'il vous plaît. Votre mot de fin. Mot de fin, moi je pense qu'il faut que tout le monde soit conscient. On ne peut pas chercher au-delà de nos moyens. D'abord, nous sommes un pays du Sahel enclavé avec toutes ces difficultés, entouré par des pays qui sont presque en insécurité totale, ou des pays à conflit. Et donc, ce n'est pas facile. Qu'on doit essayer de se souder le coude autour du gouvernement. Que le gouvernement également implique le secteur privé, qu'on essaye de réfléchir de manière très honnête sur le voies et moyens pour régler ces problèmes de sécurité alimentaire. Je tiens à préciser que nous avons un atout. Comme je disais tout à l'heure, nous avons de l'eau, nous avons de la terre, nous avons du soleil, nous avons une population très jeune qu'on essaye maintenant de trouver les voies et moyens dans un engagement très clair entre le gouvernement, les partenaires financiers, mais également le secteur privé pour arriver à dire qu'est-ce qu'on veut faire pour le premier, deuxième, troisième, 4 années pour essayer de contenir ces phénomènes. Et ça, c'est possible. Merci. Votre mot de fin. Mon mot de fin, moi j'interpelle le président de la République, le président Mahamat Idriss Déby Itno, de recevoir tout le secteur public et de se mettre au devant de la scène pour créer quand même une agriculture qui puisse exporter vers l'extérieur. Nous, on a un atout majeur, comme il l'a dit, le soleil, la terre, on a de l'eau, on a une jeunesse, et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas réussir dans l'agriculture. Nous avons un grand pays comme le Nigeria à côté de nous, on peut exporter vers le Nigeria, et comme on a toujours dit, l'agriculture et l'élevage sont les deux mamelles de l'économie, il faut qu'ils mettent l'accent sur ça pour qu'on puisse sortir de la pauvreté. Très bien, merci. Merci Youssouf Korom. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des commerçants et fournisseurs tchadiens. Et je rappelle aussi que nous avons sur ce plateau Ali Hadi Mahamad Seyd, qui est le président de la Chambre de commerce du Tchad, et il est aussi le président de la Chambre panafricaine de commerce et d'industrie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de répondre à nos questions. Merci. Très bien. Merci de l'opportunité. Merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion de parler de tout ça. Et espérons que les gens vont nous écouter. Merci. Merci. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, cet autre numéro de votre émission Face à Face. Nous nous donnons rendez-vous prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bonne suite de programme sur Tchad Info TV.